غرباء 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 غرباء. Donc tout d'abord, Cheikh Habib, tu viens de France et tu animes là-bas des séminaires de coaching islamique. Donc j'espère que tu auras l'occasion de présenter un peu cet aspect-là de ta profession, qui est une profession originale, qu'on ne retrouve pas souvent. Et dans ce thème-là de la communication de la da'wah, la première chose qui nous frappe, c'est qu'on mélange un peu l'aspect profane, les communications, c'est qu'il y a des études de marketing, de communication, etc. Et il y a l'aspect da'wah, l'aspect des sciences islamiques et religieuses. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux? Comment est-ce qu'on peut se dépêtrer du fait que dans le terme communication, on entend souvent manipulation, on entend souvent mensonge. C'est lorsqu'on fait des études de marketing, etc., on apprend aussi quand même des techniques pour tromper les gens, pour faire vendre des produits dont ils n'ont pas besoin. Et toi, tu as une expérience dans la vente, donc tu pourras lier ces questions-là. Comment est-ce que cette question de la manipulation, comment est-ce qu'elle s'articule par rapport à nous musulmans? Parce que nous musulmans, nous faisons nous aussi manipuler. Et comment est-ce que cet aspect-là de la communication peut être appliqué dans l'aqidah, dans le tawhid et dans notre manière de prêcher autour de nous? Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au frère pour qu'il puisse nous éclairer. J'annonce, à mon avis, qu'on aura plus ou moins 1 heure de discussion du frère Habib Abou Idriss et qu'ensuite il y aura un petit quart d'heure pour les questions et les réponses. Et j'imagine qu'il y aura des petits papiers qui vont circuler dans cette affaire. Barakallahu fikum. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومما سوى عمل يستغفره وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أسألك التوفيق والإخلاص والسداد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Je remercie la mosquée qui nous a invités et les frères aussi. Et je demande à Allah de nous mettre la baraka dans cette rencontre, de montrer la vérité comme étant une vérité, de faire qu'on la suive, et de nous montrer l'erreur comme une erreur, et de faire qu'on la délaisse. Par exemple, quand je commence mes conférences, je vais me présenter dans les grandes lignes, parce que mon parcours est important, pour que vous compreniez aujourd'hui qu'est-ce qui fait que je suis là, et qu'est-ce que je peux apporter, et donc je suis votre frère Habib Abou Idriss. Je suis dirigeant de la société Muslim au Top. Muslim au Top, c'est quoi? C'est la première entreprise de coaching et de développement personnel fait par un musulman pour des musulmans. Donc, c'est quoi le coaching? Le coaching, quand on parle de coaching, là ma présentation va durer 5 minutes, pas plus, Inch'Allah. Quand on parle de coaching, vous connaissez le coach dans le monde du sportif. Le coaching, il a intégré le monde des entreprises dans les années 70 aux États-Unis pour les hauts profils. Une personne peut demander pourquoi, alors que pendant des années, les gens vivaient sans coach, pourquoi les chefs d'entreprise ou les hauts profils dans les entreprises ont eu besoin de coach? La réponse, elle est simple, c'est que le monde a changé. Et comme le disent certains savants, les nouvelles sciences apparaissent quand le monde change. Prenons l'exemple, si vous voulez bien, d'un menuisier. Dans les débuts des années 1900, je ne sais pas comment vous dites, 1900 c'est quoi? 1900, il faisait son travail normalement et il suffisait qu'il fasse bien son métier et il y avait des clients, il restait comme ça toute sa vie, n'est-ce pas? Maintenant, prenons le même menuisier, mais son arrière-petit-fils. Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? Le monde il a changé. Il ne lui suffit pas de fabriquer des belles tables en bois ou des belles armoires. Il va devoir les vendre, il va devoir donc pour ça, savoir vendre, savoir négocier. Il a du monde à gérer, donc s'il doit gérer du monde, il doit savoir la recruter. Et s'il y a des chefs d'entreprise ici, c'est pas à vous que je vais apprendre, vous savez c'est quoi la difficulté d'avoir une personne de service qui travaille, et ça nécessite de savoir recruter. Il doit gérer la comptable, il doit gérer la secrétaire. En vérité,
on se rend compte qu'il a peut-être 5, 6 ou 7 métiers pour lesquels il n'est pas préparé, n'est-ce pas? Parce que lui, il avait une bonne idée, c'est pour ça qu'on trouve souvent des gens qui croient à tort qu'une entreprise, ça réussit avec une idée ou avec de l'argent. C'est faux. Même si l'argent, c'est important, et l'idée, ça peut être aussi important, mais c'est pas tout. Une entreprise, c'est un ensemble de choses, c'est une recette. Et à chaque fois qu'il te manque des ingrédients, tu vas rater la recette de l'entreprise, comme quand tu ne mets pas du chocolat dans un gâteau au chocolat. Donc, ce chef d'entreprise, pour revenir à lui, il a besoin d'un accompagnateur, d'un accompagnement, et c'est là le rôle du coach. Le coach, il vient, il a des outils qui l'aident et qui permettent de comprendre le chef d'entreprise et de l'aider. Donc ça, c'est une partie de mon travail. Donc j'accompagne les chefs d'entreprise pour qu'ils réussissent. Et la deuxième chose, je coach aussi les particuliers et je les aide à mieux gérer leur vie. Et la deuxième chose, j'anime des séminaires de développement personnel dans lequel j'ai inclus les principes de l'islam. Alors, développement personnel, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui permet à la personne de se développer. Donc, c'est des sciences profanes qui ont été développées principalement par les non-musulmans et qui permettent notamment aux gens de mieux se connaître, de mieux communiquer, de gérer leurs émotions. Et donc, mon parcours est le suivant. J'ai fait une école de commerce dans laquelle j'ai appris des notions de marketing. Ensuite, j'ai fait différentes études qui m'ont permis notamment de comprendre la communication, le comportement humain. Et à cette époque-là, je n'étais pas du tout dans l'islam. Ensuite, Allah m'a guidé, alors que j'avais commencé à enseigner un modèle de connaissance des personnalités pour des gens, je travaillais avec des non-musulmans. Après, je me suis dit, ce que tu fais, ça ne sert à rien, parce que le vrai but de la vie, même si je venais de rentrer dans l'islam, j'avais compris que le but de la vie, c'était l'au-delà. Je me suis dit, ce que tu fais, ça ne sert à rien, parce que tu es telle une personne qui va aider les gens qui sont dans un marécage et tu l'influences encore plus. Et justement, en termes de communication, je ne pouvais pas me permettre de parler d'islam. Moi, ça me suffisait de dire avec des non-musulmans avec lesquels j'allais travailler, imaginez, je les aide à atteindre leur objectif et jamais je leur parle de la vérité. Pour moi, il était suffisant de leur dire voilà, je suis musulman, je crois qu'il y a un jour du jour dernier, que l'islam est la religion de vérité, cherchez de l'autre côté. Mais ici, dans la tête de la personne, ça c'est égal quoi? Égal du prosélytisme. Et prosélytisme, ça reprend quoi comme notion derrière? Tu manipules, etc., etc. Donc finalement, tu peux plus travailler. Donc j'ai délaissé cette chose-là, et comme Allah vient de me guider, j'ai commencé à étudier l'islam. Et on va dire que j'ai des bases qui sont indispensables pour chaque musulman en vérité. Donc des bases dans la aqidah, dans la croyance, dans le tawhid, l'unité d'Allah, et d'autres choses. Et je suis retourné à mon ancien métier de base, qui est la vente. J'ai plus de 10 années d'expérience dans la vente. J'ai vendu beaucoup de types de produits à différents types de profils, de différentes manières, par téléphone, en face à face, à porte, en porte-à-porte. D'accord? Ensuite, quand est-ce que j'ai créé Muslim Motor? Eh bien, en 2011. Je vais au Bourget avec 2 idées. Entre-temps, je vous ai dit, j'ai appris l'islam et j'ai commencé à donner des cours et à prêcher dans divers endroits, dans diverses mosquées. Je vais au Bourget, c'est un salon, comme vous avez ici, Foire à Taxi, je ne sais pas comment ça s'appelle, Foire à Taxi. C'est un salon au Bourget en France. Je vais là-bas avec 2 idées. À chaque fois que je vais parler, je vais ramener des concepts sur la communication, d'accord, et sur le sujet. Donc, le sujet, c'est la communication au service de la dawa. Alors la communication, vous savez ce que c'est, on va la développer. Pourquoi au service? J'étais au service parce que la communication, c'est comme un couteau. Tu peux t'en servir un couteau pour couper ta viande, couper tes fruits, et tu peux t'en servir pour couper des gens, pour tuer des gens. Aujourd'hui, la communication, c'est un couteau avec lequel les gens font du mal. Et nous, on espère que l'argent nous donne ça pour faire du bien avec. D'accord? Au service de quoi? De la dawa. Donc, je reviens sur le projet. Je vais au projet avec 2 idées en tête. Je me dis, je dois regarder l'état de la communauté et je dois trouver une idée de travail, j'en ai marre de faire de la vente. Et je vois les grandes organisations qui aident les orphelins et je regarde une personne en bout de chaîne et je vois que ça ne va pas son discours. Et je commence à me poser des questions pertinentes. Je me dis, ça coûte combien une incompétence en bout de chaîne? Alors qu'ils ont loué le stand et des belles affiches, ils ont certainement dépensé beaucoup d'argent et d'énergie. Et à la fin, ils ont mal réfléchi parce qu'ils prennent des bénévoles et ils ne les forment pas et ils veulent faire des économies. En fait, c'est la meilleure manière de dépenser de l'argent. Pourquoi? Parce que la personne que tu as en bout de chaîne, c'est elle qui te parle. C'est avec elle que tu as envie de donner. On parle de communication toujours. Nous, ça nous arrive combien de fois quand on est dans une mosquée, il y en a un qui se lève, il demande de l'argent, on lui donne. Un autre système, on ne donne pas de l'argent. Bien sûr, on veut toujours plaire à Allah, mais la communication a une influence sur la manière si on va donner ou pas.
Et d'ailleurs, la langue française, elle est très pauvre par rapport à la langue arabe. En arabe, l'éloquence, c'est al-balagha. Al-balagha, si on peut traduire de manière... si on peut traduire mot à mot, en fait, c'est ce qui permet d'atteindre ton but. Pourquoi? Parce que la personne éloquente, quand elle parle, elle permet à l'autre qui écoute d'aller dans son sens. D'accord? La communication. Donc le frère me posait plusieurs questions. Donc, en fait, je regarde ça au projet et je me dis maintenant, il faut que ce que tu avais appris avant dans le coaching, c'est bien, et dans le développement personnel, il faut que tu le fasses pour les musulmans, mais tu rajoutes les principes de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, notamment des principes dans la psychologie qui sont faux et d'autres choses. D'accord? La communication, c'est fait pour tromper. Comment est-ce que toi tu donnes une définition islamique à la D'accord. communication? Alors on va faire 3 points. Juste le premier point que je donne à chaque fois quand je fais des séminaires, c'est ne fais jamais rien. Ça c'est une règle. Ne fais rien, ne fais pas d'arwa, n'essaie pas de réconcilier des gens, ne parle pas à ta mère d'une chose importante, tant que tu n'as pas vérifié auparavant que tu es dans l'état. L'état, si on compare ça à un portable, c'est ce qui permet au portable à batterie. Quand est-ce que tu peux appeler? Tu peux appeler quand ton portable il y a la batterie et ça capte. Là, tu as le résultat, j'appelle. Et bien l'état, c'est ce qui permet de mobiliser tes forces et tout ce dont tu as besoin pour communiquer avec une personne. D'accord? Donc ne fais jamais rien si tu n'es pas dans l'état. Là, par exemple, mon portable ne marche plus, j'ai oublié le chargeur chez moi. Il y avait la trame et la grosse partie de la conférence dedans. Alhamdoulilah, la trame elle est dans ma tête et Allah il va nous aider. Ok, on revient. Donc, je vous propose comment ça va se dérouler. Il y a 3 grandes parties qu'on va voir ensemble. La première, c'est on va voir des principes de communication, on va définir la communication, et on va voir quels sont les types de communication. Dans la deuxième partie, on va voir les différentes techniques de manipulation et comment la communication, elle peut manipuler. Et dans la troisième partie, on verra comment changer les choses. On revient dans la première partie, on a dit la communication. On peut la définir de différentes manières. Alors, une manière simple de définir la communication, c'est de dire il y a un émetteur, celui qui émet le message. D'accord? Il y a un message, ce que tu veux dire, et il y a un récepteur. D'accord? Vous me suivez? Ok. Donc, émetteur, s'il parle correctement et que son message est clair, c'est quoi la différence entre l'émetteur et le message? C'est que je peux être clair, si le micro marche plus, vous m'entendez plus. D'accord? Donc c'était pas moi, c'était le message. Le message, des fois, il a besoin de support. Quand on dit émetteur, c'est la personne qui parle. Le message, c'est ce qu'elle veut faire passer. Et le récepteur. Alors, quand est-ce qu'il y a une bonne communication? On ne parle pas ici de valeur. Là, je ne suis pas en train de vous dire quand est-ce que c'est du gagnant-gagnant. On parle juste de bonne communication, c'est-à-dire quand est-ce que le message, il est compris. Le message, il est compris quand le récepteur, il est clair. Quand le message, il est clair. Et quand celui qui réceptionne aussi, il a la capacité de comprendre. Bien sûr, ça vous paraît clair comme ça, mais en fait, on se rend compte que dans les problèmes de communication sont nombreux. Alors, on peut dire une autre chose, d'une manière plus simple, la communication, on peut aussi dire une autre définition, c'est faire passer un message, d'accord? Et on peut se demander maintenant, c'est quoi le processus? Qu'est-ce qui fait qu'on communique et que ça se passe bien? Alors, on ne peut pas communiquer tant qu'il n'y a pas ces 4 étapes. Première étape, une bonne connaissance de soi. C'est-à-dire, je me connais bien. Pourquoi la bonne connaissance de soi elle est importante? Ça vous est jamais arrivé de parler avec une personne et vous lui parlez d'un sujet que vous connaissez, elle vous dit, je sais, tu penses ça. Tu dis non, je ne pense pas ça. Elle te dit, si. En fait, qu'est-ce qui se passe? Parmi les erreurs de communication qui sont faites, c'est qu'il y a des gens qui réfléchissent dans leur monde à la place de l'autre. Donc là, il ne peut pas y avoir de communication. Donc la première étape, on a dit 4 étapes, connaissance de soi. Si je ne me connais pas assez, je ne pourrais pas communiquer. Deuxième étape, une fois que je me connais bien, gestion de soi. Alors, je peux me connaître bien, mais je n'arrive pas à me gérer. Troisième étape, connaissance de l'autre. Et quatrième étape, gestion de la relation. En fait, on peut comparer la communication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un domaine qui est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que la communication, elle te demande de réunir un ensemble de qualités qui sont nombreuses et en même temps difficiles à acquérir, et dans le même temps, elle t'interdit d'avoir un gros défaut. C'est-à-dire, par exemple, parmi les qualités de la communication, d'une personne qui communique bien, par exemple, on va dire c'est l'intelligence, la capacité à écouter.
la capacité à comprendre. Maintenant, imagine que tu as toutes les qualités, mais que tu ne sais pas gérer tes émotions. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que quand tu gères mal tes émotions, la personne d'autre va le sentir. Car tout à l'heure, quand j'ai dit émetteur, message, récepteur, il faut voir ça comme une boucle. C'est-à-dire que toi, en tant qu'émetteur, tu renvoies un message à la personne, et elle, ce qu'elle reçoit comme message, elle reçoit un feedback, et quand elle reçoit ce feedback, elle adapte aussi son message, et ça va dans l'autre sens. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, typiquement, quand il y a un frère barbu, ou une sœur voilée, qui regarde de travers, ici, c'est un message qu'il va envoyer. On en vient justement aux différents types de communication. Alors, dans la communication, il y a la communication verbale, ce que je dis avec les mots, et il y a la communication non verbale. Dans le non verbal, il y a le ton de la voix. Par exemple, je dis « je vais bien là ». Ok, j'ai dit quoi? J'ai dit « je vais bien ». Mais est-ce que ma voix, elle dit « je vais bien ». Je vais bien là. Ma voix, elle n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Ok. Donc, il y a ce que je dis, il y a le ton de la voix, et il y a le non verbal. Le non verbal, c'est comment mon corps il se tient. Et les trois, ils sont liés. Alors, ils ont fait des études, et ils ont remarqué que dans une communication, sur 100%, 7% de la communication, c'est-à-dire l'impact qu'il y a sur la communication, c'est simplement ce que je dis. 35% le ton de la voix, et 55% comment je me tiens. Et vous pouvez faire un exercice, c'est pratiquement impossible de dire je vais bien en baissant la tête. J'arrive pas là, je peux pas en fait. Pourquoi? Parce que le corps, il renvoie une chose, donc on ne peut pas dire je vais bien comme ça. Quand une personne, elle va bien, on le sent. Ok, vous pouvez voir, c'est par exemple un des problèmes qui fait que je ne rentre pas dans le débat, est-ce que c'est licite ou pas, c'est pas le débat ici, mais je montre une des choses qui va pas en politique. Les gens jugent sur quoi? Est-ce que les gens ils jugent sur les compétences de la personne qui parle, par exemple en économie ou en gestion du pays? Ils ne jugent pas sur ça, ils jugent sur l'apparence et sur comment la personne se tient. Pourquoi en fait ça se passe comme ça? Il faut comprendre comment fonctionne le cerveau. Dans le cerveau, il y a deux hémisphères, droit et gauche. Et il y a un hémisphère qui est responsable des compréhensions globales. Il y a un hémisphère qui s'occupe des compréhensions globales. Regardez bien mon visage. Si on parle de communication, et pour être un bon communicateur, il faut apprendre à regarder, et il faut apprendre à écouter, et il faut apprendre à entendre et à écouter. D'accord? Ok, donc je vous disais, il y a un hémisphère qui s'occupe des compréhensions globales. Si je vous dis, si quelqu'un me demande comment tu vas, et je dis, alhamdoulilah, ça va. Ok, vous savez ce qui se passe ici en communication? Vous avez vu ma tête ou pas? Vous avez vu ma tête? Il me dit comment tu vas, je dis, alhamdoulilah, ça va. Ok, j'ai dit alhamdoulilah avec ma bouche et ma tête, elle a fait non comme ça. En fait, qu'est-ce qui se passe de manière subtile? C'est que la personne, son hémisphère, je vous ai dit, il y a deux hémisphères. Il y a un hémisphère qui est responsable des messages globaux. Et en fait, elle n'écoute pas le son de la voix. Elle va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, comme ça va très vite, elle ne peut pas le dire. Elle ne peut pas comprendre, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Donc, on a défini les différents types de communication et comment ça se passait. On a dit qu'il faut se connaître soi-même, après connaître la personne, et une fois qu'on connaît la personne, on gère la communication. Quand on parle de communication, le meilleur des communicateurs, c'est le professeur Hassan. Et le meilleur avant lui, c'est Allah Azza wa Jalla. Il disait peu de choses, il disait beaucoup de concepts en peu de choses. On peut avancer aussi pour comprendre, toujours donner des principes généraux de la communication, et après on va comprendre des principes, comment les manipulations se font, qu'est-ce qui se passe. Les mots qu'on emploie, on emploie des mots. Allah dit quoi? Allah a appris à Adam le nom de toute chose. Pour comprendre ça, on va reprendre simplement l'exemple d'un bébé. Quand il a 5 mois, après 10 mois, après 1 an et demi, 2 ans, après il commence à parler. Comment en fait il commence à parler? Le monde, on l'appréhende avec nos sens. Principalement la vue, l'ouïe et le kinesthésique, le ressenti. Ces 3 principaux sens. Après, là c'est des théories de communication connues. Si on rajoute dans l'islam, on doit rajouter une chose dans l'islam avec le cœur. Parce que c'est important, parce que c'est le cœur qui résonne. On doit comprendre ça. Ok, donc on appréhende le monde principalement avec les sens. La vue, l'ouïe et ce que je ressens. Et donc, en communication, il y a ce qu'on appelle le nom, il y a le signifié et le signifiant. Al-ism ou al-musamma. Donc, quand l'enfant est
petit. Quand il arrive à 1 an et demi, il dit donne-moi un verre d'eau. Comment il a fait pour me dire donne-moi un verre d'eau? En fait, n'est-ce pas qu'il a entendu plusieurs fois ses parents prendre cette chose-là, cette bouteille-là, dans laquelle il y a un liquide, et puis nommer ça eau, n'est-ce pas? Ok. Si vous vous dites donne-moi un stylo, c'est la même chose. On nous a appris que ce que je tiens dans les mains et qui sert à écrire, c'est un stylo. Mais si maintenant, on va quelque part, on prend une personne, on prend un groupe de personnes, bébés, et on les élève, et on les laisse entrer en contact avec aucune autre civilisation, ni internet, ni aucune autre moyen de communication, et on leur dit à chaque fois qu'on leur demande ça, on nous dit fourchette. Et il vient chez nous, et moi j'ai besoin de ça. Et il va me dire quoi? Tu veux la fourchette? Je dis, qu'est-ce que tu racontes? C'est un stylo, ça, c'est pas une fourchette. Ok. Mais la réalité chez lui, c'est que lui, il a appris depuis tout petit que ça, c'était une fourchette. Ok. Donc dans la communication, il y a deux types de mots. Il y a les mots concrets, on va dire concrets, qui renvoient tous à une même référence. Quand je te dis une voiture, tout le monde sait c'est quoi une voiture, il suffit de comprendre la langue. C'est la chose qui est faite avec de la ferraille, qui a 4 roues, et qui nous permet d'aller d'un point A à un point B, n'est-ce pas? Donc sur ces mots-là, on va les appeler comment? Les mots concrets. Il n'y a pas de problème de communication sur ça. Ça renvoie à des réalités différentes. La deuxième chose, c'est des mots abstraits. Je vous dis liberté, il faut qu'on ait la liberté. Ici, les mots abstraits, ils renvoient à beaucoup de choses subjectives qui font partie de la vie de la personne. Là, vous êtes en train de me suivre depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes en train de tous me suivre de la même manière alors que je dis un seul message? Non. Pourquoi? Parce que vous êtes venu avec une réalité, vous êtes venu avec une personnalité, vous êtes venu avec une histoire. Avant de venir ici, vous avez fait des choses. Il est certain que ceux qui ont l'habitude, par exemple, d'assister à des cours et d'écouter et qui ont fait travailler plus leur cerveau, ils vont peut-être plus suivre, de même que ceux qui ont une réalité sur l'islam, d'accord? Donc vous n'avez pas à profiter tous aujourd'hui de la même manière. Donc on a dit, c'est les notions qui sont abstraites, c'est là que les problèmes de communication entrent en compte. Ça nous amène, on peut passer maintenant aux différents types de manipulation. Alors, on a dit le titre, c'est la communication au service de la dawa. On a dit la communication, c'est comme un couteau, tu peux t'en servir pour faire du bien, ou tu peux t'en servir pour manipuler. Alors, quand on parle de manipulation, déjà, qui manipule, qui est manipulé, comment les gens sont manipulés, et pourquoi ils sont manipulés. Okay? Alors, ça revient au principe que je vous ai dit avant. Alors, qui manipule, c'est, puisqu'on parle de communication, on parle d'information qui va d'un émetteur à un récepteur, finalement, c'est tous ceux qui ont l'information entre leurs mains. D'accord? Donc, les médias, les journaux, la télévision, aussi l'école d'une certaine manière. Donc, ils manipulent. Une personne peut dire pourquoi. Pourquoi elle manipule? Pourquoi ces gens-là manipulent? Alors, il y a 3 principales raisons. La première raison, c'est pour garder le pouvoir. Pour garder le pouvoir. Ok. C'est quoi le pouvoir? Le véritable pouvoir. Si vous analysez toutes les sociétés, jusqu'à celle dans laquelle on vit aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a eu ce qu'on appelle des esclaves. Des gens dont on prend... C'était quoi l'esclavagisme avant? Comment les gens étaient esclaves? Eh bien, je te prends de force, et je te fais travailler pour moi, et tu sais que tu dois travailler 16 heures, et je te paye un petit peu, et tu es mon esclave. Ton corps m'appartient. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Donc, ils en tiraient quoi, les gens? Ils en tiraient, ils avaient la personne, et les personnes travaillaient pour eux, et avec ça, ils avaient de l'argent, et avec ça, ils avaient le pouvoir, et contrôler la société comme ça.